me suis rendu compte aussi avec le temps que on m'attribuait d'office la position pro-israélienne. Et c'est ça aussi un truc qui m'a beaucoup gêné. C'est pas arrivé souvent, encore une fois, qu'on me pose la question ouais, t'es pour qui, machin, machin. Mais par exemple, quand j'ai annoncé à mes cercles proches, à mes amis, que j'allais faire mon stage en Israël pour justement m'intéresser au conflit, les gens pensaient en fait que j'allais du côté pro-israélien. Ils me disaient ouais, mais tu sais, Israël, non, 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 c'est des bâtards, je sais pas quoi. Moi j'étais là, genre bah oui, c'est justement un peu pour ça que j'y vais. Et c'était dur pour les gens de comprendre ça. Théo a 27 ans et déjà plusieurs vies. Fan de musique et notamment de hip-hop, vous pouvez le retrouver sur Instagram où il a lancé Newton, un média qui fait découvrir des artistes émergents. Mais avant cette vie remplie de rap, Théo en avait une autre, remplie de conflits géopolitiques, mais surtout existentiels. Il y a de ça quelques années, il termine un master en relations internationales. Il poursuit son rêve de toujours, travailler pour l'ONU. Lors d'un stage qu'il effectue pendant ce master, il se retrouve en Australie avec d'autres étudiants. Quand un de ses collègues apprend que Théo est juif, il pose la question. Et toi, tu penses quoi du conflit israélo-palestinien? C'est une question qui pique. Ça pique Théo comme il le dit. Il ne s'était jamais vraiment posé la question, n'avait jamais étudié le sujet plus que ça. Mais il comprend qu'on va souvent la lui poser. Alors Théo commence à se renseigner un petit peu, puis beaucoup, et rapidement cela devient une obsession. Une obsession qui le pousse à annuler le stage de ses rêves à New York, au siège de l'ONU, pour aller travailler à la frontière entre la Palestine et Israël. Mais tout ça, il vous le racontera mieux que moi. À cette époque-là, je suis en 5e année d'études à Sciences Po Lille, en master de relations internationales avec une spécialité en conflit et développement. Bah, en vrai, à l'origine de ma réflexion qui m'a mené là-bas, euh, c'est mon travail sur les frontières que j'ai fait pour mon mémoire, donc en 4e année d'études. Euh, J'avais commencé à réfléchir à ce sujet-là qui me touchait pour je ne sais quelle raison vraiment. C'est un sujet hyper intéressant en fait, tout simplement. Surtout dans la résolution des conflits, en fait, les frontières ont depuis leur création un rôle extrêmement important. Et donc dans mon mémoire sur les frontières, j'ai évidemment été amené à parler et à étudier la frontière israélo-palestinienne, le mur de séparation en fait. Et, euh, et c'est une situation extrêmement intéressante, l'existence d'un mur entre deux pays. Psychologiquement, diplomatiquement, économiquement, c'est une situation extrêmement intéressante. Euh, et donc c'est la première fois que je me suis vraiment intéressé de près au conflit israélo-palestinien. Et j'avais une prédestination entre guillemets dans le sens où je suis juif et du coup il y a ce truc en transparence de ok, le conflit israélo-palestinien, je suis forcément un petit peu lié à ça, mais j'en savais rien d'autre que le très peu qu'on nous apprend à l'école et le très biaisé qu'on nous apprend dans la famille et dans les cercles de la judaïté. Donc ça a piqué un petit peu ma curiosité, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus, à lire un livre, deux livres, trois livres, et au bout d'un moment, en fait, c'était juste obsessionnel. Et je me disais, bon, j'ai clairement atteint la limite des connaissances que je peux avoir de l'extérieur. Donc, il faut que j'aille voir sur place. Et de toute façon, j'étais dans cette démarche-là de terrain plus que de théorie. Et du coup, j'ai fini par trouver ces stages-là et par me dire que c'était là que j'avais envie d'aller, quoi. Je pense que le vrai point de départ, en vrai, c'est un peu de l'orgueil, dans le sens où j'étais en Australie en stage enfin 2 années avant. Et, euh, et du coup, j'étais en stage avec des Australiens et des Américains, etc. Et une des questions qu'on m'a posées, puisque c'était un stage aussi dans les relations internationales et que j'étais juif, on m'a dit Théo, qu'est-ce que tu penses du conflit israélo-palestinien? Tu vois, la fameuse question à laquelle tu n'as pas du tout envie de répondre. Mais en plus, là, c'était dans un cadre professionnel. euh, et j'avais envie d'être pertinent, mais je ne savais pas l'être à ce moment-là. Et à ce moment-là, ça m'a piqué un peu. Tu vois, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que, en fait, en tant que représentant, entre guillemets, de ça, que ce soit professionnellement ou culturellement,
il faut que je sois capable d'avoir une réponse satisfaisante. Donc ça, c'est le premier moment où je me suis dit, il faut que je me renseigne. Mon mémoire, ça a été un deuxième moment. Et le troisième moment, c'est quand j'ai emprunté un bouquin à la bibliothèque. C'est dommage, j'aurais dû regarder le titre. C'était excellent. C'était assez court. Et en fait, c'est un mec qui parle de la vision peut-être plus arabe de la naissance de l'État d'Israël. Nous, on a tendance à en parler à parler de la version européenne de ce truc-là. Et donc, en fait, quand j'ai découvert qu'il y avait toute une partie de l'histoire que je connaissais pas, c'est-à-dire quand les Juifs sont arrivés, il y a eu il y a eu beaucoup de violence à leur arrivée, ce qui est normal, hein, enfin, c'est dans toutes les migrations du monde. On arrive, on a une violence, on a un clash entre les peuples qui se rencontrent, mais il y a eu énormément de violence et le fait en fait de me dire ah ouais ça je savais pas du tout euh, et c'est complètement à l'inverse de ce qu'on peut me raconter ou de ce que les gens ont l'air de penser autour de moi que il y avait encore peut-être cet orgueil mais aussi juste une soif d'apprendre de me dire ok enfin il me manque même plusieurs pièces du puzzle tu vois. Mon niveau de connaissance avant de m'y intéresser vraiment est je pense très proche de zéro. Après avec le recul que j'ai aujourd'hui forcément ça se rapproche encore plus de zéro tu vois mais j'étais pas un j'étais pas genre un passionné d'histoire déjà de base. Donc je connaissais l'existence du conflit, je connaissais comme un peu n'importe quel citoyen en fait au final, avec en plus le biais d'être juif et aussi le caractère que j'ai d'être plutôt pacifique et du coup de pas franchement prendre position pour l'un ou l'autre. Donc j'étais neutre, mais je connaissais surtout la version pro-israélienne de l'histoire sans sans tirer de conclusion, mais vraiment j'avais un niveau de connaissance hyper faible là-dessus. D'où la totale déconstruction de après, tu vois. Je me suis rendu compte aussi avec le temps que on m'attribuait d'office la position pro-israélienne. Et c'est ça aussi un truc qui m'a beaucoup gêné. C'est pas arrivé souvent, encore une fois, hein, qu'on me pose la question ouais, t'es pour qui, machin, machin. Mais par exemple, quand j'ai annoncé à mes cercles proches, à mes amis, que j'allais faire mon stage en Israël pour justement m'intéresser au conflit, les gens pensaient en fait que j'allais du côté pro-israélien. Ils me disaient ouais, mais tu sais, Israël, non, 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 c'est des bâtards, je sais pas quoi. Et moi j'étais là, genre bah oui, hein, c'est justement un peu pour ça que j'y vais. Et c'était dur pour les gens de comprendre ça. Euh, et donc, ouais, t'as cette espèce euh, de préjugé de départ qu'on t'accorde et qui te pousse encore plus à aller chercher autre chose. C'est une question qui pique, tu vois, où tu te dis, ouais, peu importe qu'on te donne une position d'office ou qu'on te pose la question juste parce que t'es juif, c'est une question qui te pique parce que ça a trait à des années d'histoire, tu vois. Et c'est toujours ce même problème aussi quand on te pose une question parce que tu es quelque chose, enfin parce que tu es rattaché à quelque chose, euh, alors que en termes de caractère, en termes de personnalité, tu n'es qu'une personne qui a vécu de telle année à telle année et qui n'a aucun rapport avec le conflit, tu vois. Donc pourquoi me poser la question à moi? Pourquoi est-ce que je serais plus légitime qu'un autre si moi personnellement je m'y suis jamais intéressé, tu vois. On est une famille juive plus de tradition que de religion, si tu veux. Donc quand ma grand-mère était encore vivante, elle nous réunissait quasiment tous les vendredis pour un Shabbat vraiment dans les règles. On est séfarade, juifs séfarades, donc d'Afrique du Nord, Maroc principalement. Donc culturellement et culinairement parlant, on a ça, tu vois. Et ça passe beaucoup par ça. Il y a, dans ma famille proche, il y a très peu de religieux qui tiennent le Shabbat, qui font toutes les fêtes de manière très stricte ou qui mangent cachère, etc. Euh, mais on a une culture juive forte, euh, ce qui parfois peut être attribué à tort au fait d'être religieux. Bah, je pense que ça a joué avec le côté obsessionnel de mes recherches au moment où j'ai commencé mes recherches, dans le sens où t'es drivé, t'es motivé par... Enfin, tu sais, la famille, la culture, c'est de la passion quelque part, tu vois. Donc c'est des éléments que tu as en toi et qui vont ensuite te donner plus de raisons que si j'avais étudié, je sais pas, le conflit au Mali ou quoi, où j'aurais pas eu d'attachement culturel. Et donc c'est un sujet
que j'avais envie de défendre, par exemple, auprès de ma famille ou auprès de gens qui pourraient me poser des questions, etc. Donc, ouais, c'est carrément lié, d'autant que j'ai, dans ma famille et souvent aussi dans les cercles juifs, je pense qu'il y a une tendance à stigmatiser le conflit de manière pro-israélienne, ce qui est logique également, hein. Mais comme moi, j'étais pas dans cette position dominante dans ma culture, j'avais d'autant plus besoin d'accumuler des arguments. Et il y a aussi, encore une fois, le côté orgueil où bah, moi, je pense pas pareil que vous et j'ai envie de prouver que j'ai mes raisons de pas penser pareil que vous. Donc il y a cette motivation derrière. Et donc il y a une partie de ma famille qui habite en Israël. Ma famille plus éloignée habite en Israël depuis très longtemps. Moi, j'ai déjà été en Israël quand j'étais petit, etc. Euh, et au moment où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au conflit, il y avait une autre partie de ma famille plus proche qui faisait son alia, donc aller déménager en Israël pour y vivre. Mon père faisait la même chose au même moment et avait très envie que ma sœur et moi le fassions avec lui, ce qui n'était pas du tout envisageable pour nous. Euh, mais du coup, c'était un moment où il y avait beaucoup de projecteurs dans mes cercles qui étaient braqués sur Israël et où c'était du coup d'autant plus important pour moi de savoir quelle position était la mienne là-dessus, tu vois. Et après, tu avais un truc un peu de trip, de ah, j'aime pas ce pays, j'ai pas envie d'y aller, tu vois. Et je savais pas pourquoi, c'est un super beau pays, j'ai passé des super bons moments là-bas, j'ai des très bons souvenirs là-bas, mais il y a ce truc de j'aime pas, tu vois. Genre, ah, c'est la guerre là-bas, j'aime pas, c'est méchant, tu vois. Et du coup, j'avais envie de comprendre pourquoi moi je le pensais, est-ce que j'avais le droit de le penser, dans quelle mesure, machin. Donc, ouais, t'as tout ça, quoi. Ma famille allait souvent en vacances en Israël, etc. Donc, souvent, on me proposait, ah, tu veux venir passer les vacances en Israël? Et alors, je pense que je connais la raison en vrai, mais du coup, j'étais réticent parce que euh, parce que je savais qu'il y avait la guerre et parce que j'avais cette espèce d'intuition ou peut-être même cette connaissance de me dire il y a une violence là-bas et, euh, et je la cautionne pas. Et je la cautionne pas et ça me dérange que toutes les personnes qui... Enfin, j'avais l'impression que toutes les personnes qui étaient sur place en Israël cautionnaient ça, étaient pour ça afin que l'État d'Israël s'étende et puisse vivre en paix. Et j'avais cette impression-là qui, au final, et on y reviendra du coup pour ta prochaine question, est fausse. Mais du coup, j'avais l'impression que si j'allais en vacances en Israël, j'allais devoir me mélanger et me sociabiliser avec des gens qui étaient fondamentalement d'un avis opposé à ce niveau-là avec moi. Et ça me dérangeait un petit peu. Et ensuite, il y a le truc plus sociable, tout simplement, de les gens les Français qui vont en Israël, les Français juifs qui vont en Israël, c'est tout un ensemble culturel aussi. Je m'aventurerai pas du tout à le décrire parce que c'est des clichés. Euh, mais il y a une culture, il y a un truc où c'est une communauté en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a une communauté et dont je me sens pas forcément partie malgré le fait que je sois juif. Euh, et du coup, c'est comme si tu vas en colonie de vacances, à une colonie de foot, alors que toi, ta spécialité c'est le handball, tu vois. Tu, tu sais que que ça va pas matcher, que vous allez pas connaître les mêmes sportifs, tu vois. Et donc c'est un peu ça peut-être le ressenti que j'avais. Donc socialement et diplomatiquement entre guillemets, j'avais ces petits a priori là qui m'empêchaient de vraiment apprécier le pays. Quand j'étais en Australie, justement, j'avais écrit un papier pour l'ONU. J'avais adoré faire ça. Et moi, mon objectif de base enfin, euh, depuis longtemps, quand j'étais étudiant, c'était voilà, de faire carrière à l'ONU. C'était mon objectif ultime. Et donc, ça y est, je touchais ça du bout du doigt. On me propose de continuer mes recherches sur toujours ce thème-là à l'ONU à New York. Et j'étais là, genre, bah ok, parfait, vas-y, c'est tracé, quoi. Euh, et au final, je fais mon mémoire, je commence à voir Israël, je commence à voir ça, je commence à lire ses bouquins. J'ai même pas vraiment réfléchi, est-ce que c'est bien, est-ce qu'en termes de carrière, est-ce qu'à long terme, truc. J'ai fait non, vas-y, j'ai envie de faire ça maintenant, il faut que je le fasse. Et je pense que j'ai bien fait
parce que ça m'a permis de comprendre plein de trucs, de grandir énormément, et aussi de m'écarter de ce milieu-là qui en fait me correspond pas. Et c'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Alors, premier truc personnel, mon père était dégoûté parce que ça faisait des années qu'il me disait on va en Israël, on va en Israël, on va en Israël. Et moi j'étais là, non, non, non. Et le moment où il dit ok, je rentre d'Israël, je reviens à Paris, je fais ah, en fait, je veux pas aller à New York, je vais aller en Israël. Tu me laisseras l'appart, truc. Donc, mon père était un peu dégoûté, il était un peu là, genre ah ouais, ok. Mais il était quand même très content que je change entre guillemets d'avis parce que lui, au premier abord, c'était ah, il a changé d'avis, ça y est, il a mis Israël, tu vois. Ensuite, on a commencé à parler un peu plus en détail. Et il s'est dit ah, peut-être qu'il aime pas Israël en fait. Je caricature énormément, mais il y a eu ces discussions avec mon père où c'était ok, mais du coup, pourquoi une organisation israélo-palestinienne? Pourquoi pas plutôt une ambassade? Pourquoi pas plutôt un truc. Il le disait pas comme s'il voulait que je fasse un truc pro-israélien, mais peut-être un truc plus institutionnel et moins dérangeant entre guillemets. Et lui, il avait pas forcément, il a la vision dont je parlais tout à l'heure, qui est plutôt pro-israélienne et qui a pas forcément la connaissance des trucs que moi je venais d'apprendre, donc la violence effectuée par les arrivants juifs, etc. Donc, il avait du mal à comprendre ma démarche, je pense. Donc, ça a été des discussions et tout, et il a fini par comprendre un peu la recherche dans laquelle j'étais. Donc, ça, c'est pour lui. Ma mère, c'est différent. On a une culture différente dans la famille de ma mère. Ma tante est philosophe, elle s'est beaucoup intéressée au conflit israélo-palestinien. Et elle a une approche du coup un peu plus, pour résumer, de gauche, mais vraiment pour résumer, euh, plus appréhensive, disons, plus compréhensive. Et mon cousin était parti en Israël et également dans une démarche pacifique, etc. Donc ma mère, elle a plus, l'a pris avec plus ouais, peut-être plus de simplicité, plus de fierté, plus de ah oui, mon fils, ouais, 'fin, c'est bien et je comprends. Tout de suite, elle a tout de suite compris le côté pacifique en fait de la démarche, sans forcément chercher à juger de quel côté il se place, tu vois. Et ensuite, euh, ma famille qui vit en Israël. euh, alors la partie qui vit en Israël depuis très longtemps et qui donc a plus cette culture sioniste que le reste de la famille, je sais pas trop comment ils l'ont pris, on n'a jamais vraiment parlé en détail, mais c'est vrai que quand je parlais du fait d'aller en Palestine, etc., c'était, je pense que c'était relativement anormal, voire un petit peu bizarre pour eux, sans que ça provoque des engueulades ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas des extrémistes du tout, au contraire. Donc ça a provoqué des discussions où je sentais qu'il y avait un biais, mais pas de jugement. Et, euh, et ensuite, l'autre partie de ma famille était juste très contente de savoir que j'allais en Israël et qu'on allait pouvoir faire les Shabbats là-bas ensemble parce que ça reste bah, cool de se réunir en fait dans ce pays quand on est juif. C'est vrai que c'est quand même différent l'ambiance culturelle qu'il y a là-bas. Donc ils étaient juste très contents en fait de savoir qu'on allait pouvoir se voir quoi. Que ce soit dans ma famille ou pas dans ma famille, j'ai remarqué qu'il y a une tendance et surtout avec ce conflit-là qui est extrêmement connu et extrêmement euh, clivant dans un pays comme la France. euh, il y a toujours une position. Peu importe si ça avait été une position de la part de ma famille ou de la part d'un ou une amie ou qui que ce soit, il y a toujours une position. Et moi, depuis le début, ma démarche était différente à ce niveau-là. Euh, du coup, le côté contre-intuitif, je le vivais pas que dans je le vivais pas que dans le cocon familial. Alors, j'ai travaillé pour deux ONG différentes, une qui s'appelle Windows et une qui s'appelle IPCRI. Euh, L'une étant basée à Tel Aviv et l'autre était basée à Jérusalem-Est. Les deux étaient israélo-palestiniennes dans la direction, ce qui est très rare et c'était un prérequis pour moi. Donc c'était plus ou moins les deux seules organisations pour lesquelles j'avais vraiment envie de bosser. Israélo-palestinienne dans le sens où à la direction il y avait un Israël pour la deuxième, donc IPCRI, il y avait un Israélien et une Palestinienne à la direction de l'ONG. Et c'était la même chose pour les deux. Ce qui est important dans ce genre de conflit, où, bon, parce que c'est un, c'est un statement, si tu veux, de dire on est à un conflit où il y a deux parties, réglons-le en commençant un projet avec deux parties. Et c'est là que je voulais aller parce que aussi,
quand tu vas... Moi, dans tous les cas, je savais que j'allais être basé en Israël. Et j'avais peur aussi, en travaillant pour une ONG israélienne, de me retrouver dans un truc hyper biaisé, ou peut-être... voilà, c'était un sujet important. Et donc, moi, j'étais basé à Tel Aviv, pour des raisons de plaisir. Et je suis resté, sur le papier, 6 mois de stage, mais 8 mois dans le... Ouais, exactement. Bah, du coup, il y avait 2 points qui faisaient que j'aimais pas. Et c'est ces 2 points qui ont évidemment évolué. Du coup, il y a politiquement et socialement. Du coup, socialement, pour commencer, parce que le deuxième sujet est un peu plus compliqué. Bah, quand tu arrives sur place et que tu t'acclimates vraiment à un pays, parce que là, c'est plus le contexte des vacances, c'est le contexte de je vais y être pendant 6 à 8 mois, je vais y vivre en fait. Donc, tu te fais pas les mêmes amitiés, tu prends pas les mêmes habitudes, c'est-à-dire que tu vas faire des courses, tu rentres tous les jours au même endroit, tu as une routine, tu vas dans les bars, tu commences à bien connaître les bars, tu commences à connaître la clientèle, truc. Donc, tu discutes avec une variété de gens extrêmement large, et aussi tu es là pour travailler, donc tu te crées des relations professionnelles. Mais du coup, tu discutes avec la vraie société israélienne et pas juste avec les Français juifs qui partent en vacances en Israël. Donc forcément, tu sors de ce côté communautaire qui peut y avoir et tu apprends à comprendre que en fait, c'est un pays comme tous les autres pays du monde où si tu as 1 million de personnes, tu as 1 million d'avis différents et de personnalités différentes. Donc déjà, ça, ça m'a permis de déconstruire quelque chose et de me dire, en fait, même moi avec mon caractère, je peux très bien me trouver des très bons amis en Israël et être d'accord avec plein de gens, même sur des sujets politiques, en Israël. Donc, ça casse le côté ah, si j'y vais, je vais devoir me mélanger, truc. Non, non, en fait, c'est toi qui décides. Tout comme des gens peuvent te dire ouais, moi, j'aime pas Paris parce que les Parisiens, ils sont pressés. Oui, c'est un cliché, certes, mais c'est pas vrai, en fait. Tu vas pouvoir trouver des gens qui correspondent à ta personnalité. Donc, socialement, ça a changé ça. Je me suis fait plein de relations et ça m'a permis aussi de déconstruire la pensée que j'avais sur la communauté française juive, pour rester sur ce thème-là, hein. Euh, Ça m'a permis de déconstruire et de nouer des liens aussi avec des gens que j'aurais pu stigmatiser moi-même auparavant et de me dire ah non, en fait c'est trop cool, genre on peut s'amuser de ouf là-dessus. Et en fait c'est un pays où le conflit et les conversations politiques sont tellement puissantes qu'en fait on apprend aussi à respecter les avis de chacun, même si on s'engueule à ces propos-là, etc., et que ça peut vraiment créer des gros clivages. T'apprends en fait à respecter tout le monde. Et c'est un des trucs principaux que j'ai appris là-bas. Israël reste un pays très attirant pour les juifs français, en tout cas de réputation, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y en a beaucoup qui y vont, mais il y en a aussi beaucoup qui reviennent. Euh, Parce que Israël communique très bien là-dessus, vraiment. C'est-à-dire ils ont des programmes où quand tu es un peu jeune, tu peux aller voir 2 semaines en Israël totalement gratuit, pris en charge par l'État. Et du coup, tu as une culture qui se crée de... Ouais, c'est un pays cool à vivre. Et effectivement, il y a plein d'aménités, tu vois. Il y a la mer, il y a le soleil, il y a des choses à faire. Il y a des Français, donc on a l'impression qu'on va pas être trop dépaysé. C'est un pays qui communique très bien et c'est aussi un pays qui vise juste... enfin, où le public français est aussi très réceptif à ça, dans le sens où je pense que chez les juifs, mais chez beaucoup de, entre guillemets, communautés en minorité de nombre en France, c'est pas facile. Il y a beaucoup de stigmates en France qui sont, tu vois. Donc il y a beaucoup de juifs qui ressentent la difficulté d'être juif en France. Donc tu as une volonté, enfin t'as déjà un ressentiment envers ton propre pays, enfin envers le pays où tu as grandi. Tu as aussi beaucoup de critiques envers certaines politiques françaises, notamment en direction du conflit israélo-palestinien. On a fait des avancées, on a fait des reculs, selon la position dans laquelle tu es toi, tu vois. Mais du coup, la campagne marketing de Israël fonctionne bien. Mais après, une fois sur place, pourquoi ils reviennent, j'en sais rien, il faut leur demander à eux. Mais c'est un pays qui est dur, tu vois. Enfin, genre, faut pas oublier que même si sur le papier, voilà, tu vas être à la plage, tu vas truc, il y a des opportunités économiques, etc. C'est un pays qui est dur. Et si tu n'arrives pas avec un certain niveau de richesse déjà, ça va être dur de faire ta place économiquement sur place, tu vois. De trouver un bon appartement, de pouvoir le payer, d'avoir un salaire correct,
de vivre dans une ville qui est intéressante, parce qu'on parle de Tel Aviv, on parle de Jérusalem, mais je suppose que tous les Juifs qui font leur alia ne vont pas dans ces villes-là, et que les autres villes en Israël ont quand même un peu moins d'intérêt, surtout pour des Français. Après, moi, c'est une vision très parisienne que je te donne. Euh, mais tu as aussi une partie des Juifs, je pense, qui font l'alia pour des raisons sionistes et qui donc ne sont pas forcément n'ont pas de problème à aller dans des villes plus reculées d'Israël ou plus religieuses, etc. Parce qu'il y a une idéologie derrière. Mais si tu as moins l'idéologie sioniste et que tu y vas en mode je veux quitter la France et Israël c'est le pays parfait parce que je suis juif et je vais enfin être accepté tel que je suis et partager ma culture avec tout le monde, tu risques d'arriver et de te prendre un petit coup dans les dents parce qu'en fait c'est un pays qui est en conflit, comme on le sait, et du coup, il y a une ambiance qui va avec. Tu vois, tu le sens pas au quotidien. Quand tu es à Tel Aviv, par exemple, t'as pas des alarmes toutes les 2 heures, tu dois pas te cacher, des trucs, mais tu as une ambiance. Donc, tu rentres dans n'importe quel centre commercial, t'as un militaire avec une arme automatique. Tu rentres dans le métro, c'est pareil, etc. Donc, déjà, tu as une ambiance. Ensuite, comme je te disais tout à l'heure, les discussions avec les gens, tu es très souvent amené à discuter du conflit. Donc c'est aussi pesant et c'est aussi pas si facile de se faire une vie dans un pays qui est différent en fait parce que la langue est différente. Donc t'auras beau être français et du coup pouvoir retrouver des Français sur place, t'as quand même envie de te faire ta place comme un normalisé entre guillemets du pays, tu vois. Et du coup il faut apprendre l'hébreu, c'est pas facile, il n'y a aucune lettre en commun ni rien en commun avec notre alphabet ou notre grammaire à nous, tu vois. Donc c'est pas facile si t'arrives à 40 ans et que tu dois tout réapprendre. Euh, donc ouais, peut-être que c'est pour ça qu'ils reviennent et peut-être que c'est plusieurs des raisons, tu vois. C'est vraiment différent, c'est dur de s'acclimater à un autre pays, je pense. C'est aussi peut-être un peu le propre des obsessions, c'est que une fois que tu es allé au bout, ça disparaît totalement. En tout cas, ça a été un peu mon cas. Et, euh, et du coup, en fait, quand je suis rentré en France, j'ai fait un espèce de rejet de ce que des thèmes que j'avais étudiés, tu vois, des relations internationales, parce que pour notamment beaucoup de raisons qu'on vient d'évoquer là, notamment les questions politiques ou les questions de déconstruction mentale de trucs, euh, j'avais compris que ce milieu-là me correspondait pas. Et du coup, j'ai un peu fait table rase et je m'y intéresse pas forcément au quotidien. Je sais pas de savoir truc. L'autre fois, c'est même un ami qui m'apprenait le truc de la pacification des relations avec le Maroc, etc. Et ça, ah ouais, ouais, cool. Et donc vraiment, je suis hyper détaché et je pense qu'en fait, j'ai juste atteint l'objectif de, ok, savoir, enfin avoir déconstruit les préjugés que je pouvais potentiellement avoir sur ce qui se passe et que j'ai cette satisfaction-là et que j'ai compris aussi que j'ai pas forcément besoin de tout savoir et de m'informer sur tout parce que comme je te disais, comme la plupart des avancées, selon moi, hein, peut-être que ça change au quotidien, peut-être que ça changera dans 10 ans, etc. Et peut-être que c'est pour le mieux. Euh, Ces avancées-là, elles relèvent d'intérêts politiques et du coup, j'ai l'impression, encore une fois par orgueil, que si je m'y intéresse, je donne de la force à ce système-là. Et en fait, ça me dégoûte un peu de me dire ça et de me dire ah, c'est génial, ils ont pacifié ça, etc. Alors que peut-être il y avait un petit truc derrière, tu vois, j'en sais rien. Ou peut-être c'est juste une véritable avancée. Mais il y a un truc où je me dis, ouais, c'est pas la réalité de sur place, tu vois. Est-ce que, tu vois, par exemple, est-ce que les Israéliens le peuple israélien est en paix avec les Marocains parce qu'il y a eu une signature d'accord de paix? Est-ce que si demain, tu vois, est-ce que les juifs ashkénazes qui stigmatisent les juifs marocains qui sont en Israël ou séfarades de manière plus générale, est-ce qu'ils ont cessé, suite à cet accord de paix, de les stigmatiser, de les relayer à des études un petit peu inférieures ou à des postes un petit peu inférieurs ou à des revenus un petit peu inférieurs, juste avec cet accord de paix? Alors probablement que c'est des trucs qui sont sur du long terme, hein. Euh, mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est plus la société qui dicte la réalité aussi. Euh, et du coup, c'est pas forcément ce qui est relaté dans les médias, parce que ce serait difficile de relater la vie de millions de personnes dans les médias, tu vois. Donc, juste, je fais un rejet, je pense, tout simplement.
Mais par rapport à ce qu'on disait aussi, j'ai plus d'envie d'y retourner pour le plaisir et pour revoir les gens et pour rappeler les souvenirs. Donc j'ai plus d'amour. J'ai plus d'amour pour ce pays et pour la Palestine aussi, qui est un pays avec lequel j'ai tissé des liens du coup. Donc j'ai plus d'amour pour cet endroit-là. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous nos podcasts sur friction.co et sur toutes les plateformes de streaming. Suivez Friction Média sur Instagram, Twitter et Facebook. Et pour recevoir nos newsletters et suivre nos actus, abonnez-vous toujours sur friction.co.